Voilà, bonsoir, bienvenue pour cette dernière séance de cette 11e édition d'Italissimo. Avant de vous laisser avec nos invités, c'est le moment du générique de fin et surtout le moment de remerciement parce que pour la réussite de ce festival, il faut remercier beaucoup de personnes, à commencer par les amis de la Maison de la Poésie, Olivier Chaudançon et toute son équipe qui nous ont accompagnés toute la semaine. Et vraiment, il faut les remercier beaucoup. Toujours très professionnels. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent et qui nous aident et qu'il faut remercier parce que souvent, comme vous le savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et donc, d'un côté, tous les Italiens, déjà, l'ambassade d'Italie dont on a le patronage cette année, il Centro per il Libro e la Lettura, c'est-à-dire le ministère de la Culture italienne, l'ICE, l'Agence pour le commerce extérieur, l'Institut culturel italien, le Consulat général d'Italie et, cette année, nouveauté, la représentation permanente d'Italie auprès des organisations internationales. Tout ça, c'est le côté italien qui contribue au succès de ce festival. Du côté français, on a la DRAC de France, c'est-à-dire le ministère de la Culture français, la SOFIA, la ville de Paris, à la fois à travers la délégation aux relations internationales et la direction des affaires culturelles, la fondation Michalski. Après, on a des privés, Castaldi Partners, un premier, Montepaschi Bank. Après, il y a d'autres institutions comme la Dante, le comité de Paris de la Dante, la Maison de l'Italie, les comités d'animation culturelle de Paris, ce sont beaucoup, mais heureusement. Hein. Et après, il y a des lieux avec qui on a travaillé. Bon, certains, je les ai déjà nommés, mais on a aussi la Bibliothèque nationale de France, la BPI, Sciences Po, où on a fait notre ouverture mardi passé, l'Université Paris-Nanterre, Sorbonne Université, Sorbonne Nouvelle, le Musée d'art et d'histoire du judaïsme, Isola, la cantine littéraire, et les deux cinémas, le Panthéon et l'Entrepôt. Donc tout ça sont nos partenaires qui nous aident à faire ce festival. Mais évidemment, il faut surtout remercier tous les auteurs qui sont venus, qui ont accepté nos invitations, les éditeurs qui nous ont aidés, les interprètes, les animateurs, les 3 librairies qui ont travaillé sur tous les sites de ce festival, c'est-à-dire la Tour de Babel, la librairie et la librairie centrale. Et évidemment, il y a une équipe qui travaille avec nous. Bien sûr, il y a la Maison de la Poésie, mais il y a ceux qui travaillent à la construction du festival. Et donc, je remercie vraiment, et vraiment, je vous demande de les applaudir. Evelyne Pravidlo, Alice Tonasso, Aurélie Moreau, Nelly Mladlenov, Aurélie Cadier, Tommaso Bonaventura, Francesco Armitti et Thomas Plasi. Donc, tout ça, ce sont ceux qui travaillent à ce festival. Et bien évidemment, on remercie surtout le public. Hein. Chaque année, vous êtes plus nombreux, ça nous fait plaisir, on est très contents. Donc, on est heureux de vous proposer les meilleurs de la culture italienne. Et donc là, on va terminer, mais je vous donne déjà rendez-vous à l'année prochaine et j'espère qu'on aura des nouvelles aventures. Mais pour le moment, on termine cette dernière édition, 11e édition d'Italissimo avec Roberto Saviano, Boalem Sansal et Stefano Montefiori qui va animer la rencontre. Merci beaucoup. Bonsoir. Allora, tu qua, così lei si mette là. Bonsoir tout le monde. Merci pour votre participation. Donc l'intitulé du débat de ce soir est Écriture en danger, et c'est assez évident le pourquoi, vu la présence de nos amis Roberto Saviano et Boalem Sansal. Une petite présentation pour les deux. Boalem Sansal est né en 1949 en Algérie, ingénieur de formation. Il a exercé des fonctions au sein de l'administration algérienne avant de se tourner vers l'écriture. Son premier roman, Le Serment des barbares, a été publié en France. Et depuis ce premier roman, Boalem Sansal est devenu, comme vous savez, un écrivain très aimé, très respecté, très lu en France, en Allemagne et aussi beaucoup en Italie.
Après, évidemment, tout le monde a suivi de près son incarcération à Alger en novembre 2024. Il a été libéré le 12 novembre dernier par le président Tebboune à la suite d'une demande de grâce du président allemand Frank-Walter Steinmeier. Et on est très heureux de l'avoir avec nous, de retour à Paris. Roberto Saviano aussi a une vie compliquée à cause des choses qu'il écrit. Il est né à Naples en 1979, et il a étudié la philosophie. Après, il s'est consacré au journalisme d'investigation, à l'écriture, et son livre de début, Gomorra, a été une explosion dans le monde littéraire italien et mondial. C'est, comme vous savez, une sorte d'enquête narrative sur la Camorra, la mafia napolitaine, qui est devenue depuis lors un phénomène mondial, adapté au cinéma, en séries télévisées. Mais le travail de Roberto a continué, même si, à la suite de Gomorra, il a été menacé par la Camorra, et depuis des longues années, désormais, il vit sous protection policière avec des contraintes dans sa vie privée, dont peut-être il va nous parler bientôt. Et donc, on pourrait commencer pour poser des questions à tous les deux, des questions un peu semblables, vu que leur expérience est évidemment très différente, mais ils sont tous les deux accompagnés par le fait d'avoir été persécutés pour des choses qu'ils ont dit ou écrit. Je commencerai par demander à Roberto si et quand il a réalisé que la condition d'être un écrivain sous menace était devenue à peu près définitive, ou quand même allait durer pendant des années et des années. Il y a eu tout de suite une conscience de ça? E in realtà no, nel senso che quando finisco sotto protezione mi viene detto che sarebbe durata 10 giorni, durata 20 anni. Bah, à vrai dire, non, parce que lorsqu'on me dit que j'allais avoir une protection, on m'avait dit que ça allait durer 10 jours, alors que finalement, ça dure depuis 20 ans. Ma ho capito che c'era un punto di non ritorno quando, ed è questo il punto degli scrittori, quando diventi simbolico, cioè l'attacco politico e criminale che ricevi, lo ricevi perché attaccando te arriva un messaggio a un intero mondo. Mais j'ai compris qu'on avait atteint un point de non-retour, ou du moins pour les écrivains, lorsque tu deviens un symbole. C'est-à-dire que lorsque les attaques de la politique et criminelle que tu reçois, en fait, c'est un message que, au travers de toi, est adressé au monde entier. Chiudo dicendo, quindi per intenderci, a un certo punto le organizzazioni criminali, l'organizzazione criminale che mi attacca mi usa per parlare ai tribunali, esattamente come la politica, no? Chi ricorda l'ultimo anniversario della morte di Falcone, Fratelli d'Italia fa un post dove dice Falcone è un eroe, Saviano uno sciacallo, no? Una roba oltre, no, ogni forma logica, ma lo fanno per messaggi, cioè quindi lo scrittore perseguitato diventa un mezzo. Les organisations criminelles m'attaquent, mais en quelque sorte m'exploitent pour parler aux tribunaux. C'est un peu comme on fait les politiques lors, par exemple, du dernier anniversaire de l'assassinat de Falcone, la force politique Forza Italia,
Fratelli d'Italia, pardon. Fratelli d'Italia a publié un post en disant Falcone est un héros, Saviano est un chacal. Mais ce faisant, c'est un message qu'ils lançaient et ils attaquaient. Moi, j'étais un moyen. Et pour Boalem Sansal, vous avez eu conscience de ce qui s'est passé quand vous avez été arrêté à l'aéroport d'Alger, c'est-à-dire vous vous attendiez à quoi? Vous avez tout de suite compris quel était l'enjeu, vous vous attendiez à rester prisonnier pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Quelle a été votre perception au début de votre moment, de votre période en prison? Est-ce que vous permettez, je voudrais faire une proposition aux organisateurs. Il y a trop de lumière et moi j'ai envie de voir le public. Ou alors... Ah, bravo! Ah, merci, merci. Vous savez, c'est insupportable de ne pas voir ses amis en face. Mais pourquoi il vous met dans l'obscurité? Bon, alors moi je suis... je vis en Algérie, évidemment, je suis un opposant du régime, mais je suis un opposant en tant qu'intellectuel. C'est-à-dire j'écris des livres, c'est tout. Je ne suis pas affilié dans une organisation politique ou autre. Voilà, je suis un simple intellectuel qui écrit. Mais j'ai découvert, alors donc maintenant depuis 25 ans, j'ai découvert que les dictatures, quelles qu'elles soient, y compris les mafias et tout ça, ils détestent les intellectuels. Parce que les intellectuels, ils expliquent comment fonctionnent les dictatures et comment fonctionnent les mafias. Et voilà, c'est pour ça qu'ils ont peur. Mais en même temps, moi, du fait que j'étais très connu, le gouvernement ne pouvait rien faire pour moi. Ils étaient un peu... Ils avaient envie de m'arrêter, mais en même temps, ils avaient peur de l'opinion internationale. Et donc, pendant 20 ans, on a navigué comme ça. Eux, ils cherchent à me faire peur, et moi, je cherche un peu à naviguer, et ça a tenu. Mais avec le nouveau président qui est arrivé, lui, c'est un vrai dictateur. C'est-à-dire que c'est un vrai dictateur, c'est un dictateur qui ne pense pas, il agit. Et là, évidemment, très vite... Il a donné un ordre, j'imagine, à ses services secrets. Il faut se débarrasser de ce bonhomme. Il nous dérange, il nous critique, il critique partout. Et plus on est connu, plus la critique est internationale. Donc c'était très gênant par eux. Mais malgré tout, j'ai toujours pensé qu'ils n'oseraient pas m'arrêter. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait le 16 novembre 2024. Et en fait, il voulait vraiment me débarrasser parce qu'il m'a accusé de terrorisme, d'espionnage, c'est deux chefs d'accusation qui sont sanctionnés par la peine de mort. Et puis ensuite, l'atteinte à la sûreté de l'État, ça peut être la perpétuité. Bref, ils ont sorti une liste condamnée. C'est-à-dire, normalement, j'allais rester en prison 3000 ans à peu près. Et voilà. Et donc... mais ils ont fait une erreur parce que l'affaire était judiciaire, elle est devenue politique, internationale. Donc ils ont été soumis à des pressions énormes, venant de France évidemment, parce que je suis un Français aussi, d'Allemagne, d'Italie, d'ailleurs, etc. Et puis voilà. Et je crois qu'il s'est passé aussi quelque chose, c'est que mon épisode s'est inscrit dans une guerre entre la France et l'Algérie, une guerre symbolique, une guerre politique, une guerre économique, une guerre très compliquée. Et moi, j'étais au milieu, quoi. Voilà. Et vu que cette relation difficile, pour le moins qu'on puisse dire, avec les gouvernements dure depuis des années, pour venir à vos livres, vous avez souvent choisi la forme de roman d'anticipation de la science-fiction, un peu en 2084, ou sinon avec Vivre aussi, vous imaginez des histoires dans le futur. C'était une façon allégorique pour parler du présent, mais pour échapper aussi, peut-être pour être plus efficace. Ouais. Pourquoi vous avez choisi cette forme de roman? Il y a un truc qui est propre à l'être humain. L'être humain s'intéresse juste au présent, évidemment, c'est le quotidien.
Et le passé, parce que le passé, c'est l'histoire de sa famille, c'est le récit national et tout ça. Or, moi, je pense que c'est pas ça qu'il faut regarder. Le passé, il est passé. On va lire des livres, mais c'est tout. Et puis, de toute façon, on peut pas revivre ce qui a été vécu, c'est pas possible. D'ailleurs, mais souvent, on sait même pas d'où on vient. Regardez, par exemple, en Amérique, les Américains, est-ce que vous savez, est-ce que vous pensez qu'ils savent d'où ils viennent? Ils savent pas. Ils viennent de partout. Et moi, j'ai très tôt perçu que ce qu'il faut regarder, c'est l'avenir. Parce que c'est ça, c'est le train qui arrive en face. Ce qui est derrière, on s'en fiche. Et puis regarder l'avenir, c'est surtout regarder l'avenir de nos enfants. Nous, on est là, on est dans le présent. Et le monde, il fait peur. L'avenir fait toujours peur. Donc les parents, ils ont l'obligation d'éclairer, comme tout à l'heure ils ont éclairé, on vous voit et c'est très bien. Et puis il faut les préparer. Et voilà, c'est pour ça que moi, mon premier livre, c'était un livre d'histoire. Je raconte comment mon pays, subitement, tombe dans la violence. Alors, moi, je sais que la violence a une histoire. Alors, on cherche dans l'histoire, qu'est-ce qui fait, pourquoi les Algériens sont-ils tombés dans cette violence? C'est des raisons politiques, économiques, religieuses, etc. Enfin, c'est très compliqué. Mais très vite, je me suis rendu compte que pas du tout. Si on veut être utile à la société, il faut leur parler de l'avenir. Et aujourd'hui, on voit bien en France, on regarde très peu le passé maintenant, de moins en moins. Le présent, il est inintéressant au possible. Les gens ont peur de l'avenir, mais en même temps, ils s'investissent dans l'avenir. Parce que c'est leurs enfants, c'est l'histoire de leur... voilà, c'est pour ça que j'ai... Alors, évidemment, moi je suis peut-être... on dit toujours, ah, Sansal, il est pessimiste. Mais je réponds non, moi je ne suis pas pessimiste, je suis optimiste. Mais un optimiste pessimiste. Parce que c'est vrai, l'avenir, tout est possible. Si on se laisse aller à rêver, ben demain peut-être on va habiter les étoiles, c'est formidable. On va aller sur Mars, on va aller trucs, l'aventure, et puis l'aventure scientifique, elle est extraordinaire, c'est une exaltation. Mais hélas, je crois que l'avenir sera toujours de plus en plus douloureux. Il y a des raisons, on peut en parler. Oui. Déjà parce que on était 1 milliard il y a à peine 2 siècles, on est 8 milliards, donc ça va devenir impossible. Quand on sera 20 milliards, on va s'entretuer à n'en plus finir. Et les ressources de la planète, ben, c'est fini. Il va falloir apprendre à vivre avec peu et peut-être se débarrasser d'une partie de la population pour que les riches puissent vivre tranquillement. Ouais, donc, je suis passé à... Et alors là, je pense que quand on est écrivain, dans tous les cas de figure, on s'adresse d'abord à des amis, à des gens qu'on aime, et on a envie de leur parler, et il faut de la sincérité. Donc si moi je vois l'avenir de manière très triste, je ne vais pas venir vous dire, mes amis, l'avenir il est radieux. Ça c'est les socialistes qui parlent comme ça, ou les communistes plutôt. C'est les gens qui viennent vous mentir. C'est comme les islams, ils disent aux musulmans, demain c'est l'éternité, etc. C'est des salades. L'avenir sera forcément très dur. Et plus on se prépare, et plus on peut atténuer les choses. Pardon. Non, merci. Roberto, pour vous, se préparer à l'avenir signifie au contraire parcourir à nouveau notre histoire italienne. Votre dernier roman est Giovanni Falcone, c'est le titre italien, le titre français. Hein. En Italie, le titre est Solo il coraggio, qui est le courage est solitaire, on pourrait dire en français, je crois. Pourquoi ce choix de revenir sur l'histoire qui a marqué profondément tous les Italiens, et peut-être pas que les Italiens? È strano, ma io credo che l'unico spazio che è possibile cambiare sia il passato. C'est étrange, mais je pense que le seul espace qu'il est possible de changer, c'est le passé. Il presente lo stiamo vivendo, il futuro non lo conosciamo, il passato possiamo cambiarlo, reinterpretandolo.
Nous vivons le présent, nous ne connaissons pas le futur, le passé, on peut le changer, on peut le réinterpréter. Mi interessa molto lo sguardo di Boulem sul futuro e la sua letteratura è in grado di raccontare ciò che sta per accadere. Mi genera un senso di onnipotenza nel lettore. Cioè tramite le sue pagine vedo ciò che potrebbe essere. Quindi mi piace guardare, sia in saggistica che nella letteratura, chi mi racconta il futuro. Et le regard de Boilem m'intéresse beaucoup, ce qu'il dit sur l'avenir, parce que sa littérature me raconte ce qu'il va arriver, et en quelque sorte, il crée une sorte de toute-puissance chez le lecteur. Et grâce à ces pages, moi, je vois des possibilités et l'avenir. Dicevo, io ho grande paura che il Sapiens possa espandersi nell'universo, spero che si tenga qui e che finisca qui, come dire, siamo una razza terribile e non meritiamo, almeno io lo credo per il profondo, di andare a colonizzare. Piuttosto spero che altre civiltà possano semmai arrivare, ma chissà, sul nostro pianeta. Moi, j'ai une crainte, c'est-à-dire que l'Homo sapiens puisse s'étendre dans l'univers. Moi, j'espère qu'il se limitera à ce qu'il y a ici. J'espère plutôt qu'une autre race vienne nous coloniser. Nous ne le méritons pas. Et j'espère qu'une civilisation différente puisse peut-être arriver sur notre planète. Ma rispondendoti, il passato io credo davvero sia l'unica dimensione che può cambiare, e visto che citavi Falcone, quella storia è una storia non conclusa, che appena adesso stiamo iniziando a vedere con una certa chiarezza. È la forza poi della scrittura che lo permette, poter rendere presente una storia che la cronaca apparentemente ammuffisce, no? Hai la sensazione che sia qualcosa di archiviato, di lontano, ma la letteratura, ed è lì il suo segreto, torna a farla diventare imperativamente necessaria quella storia. È un'operazione che io cerco di fare. Su Falcone l'ho fatta perché, e chiudo, è una storia che fonda letteralmente il nostro tempo, e il fatto che sia stato letto in Francia molto, oggi lo dimostra. La Francia di oggi, devastata dal narcotraffico, si appassiona a una storia di 40 anni fa. Cioè, questo conta, no? Conta nel percepito di quanto la letteratura possa rendere attuale il passato. Ho parlato troppo. Scusami. Pour répondre à ta question, pour moi, le passé est la seule dimension qu'on puisse changer. En effet, j'écris ce livre sur Giovanni Falcone parce que cette histoire, ce n'est pas une histoire terminée. Seulement maintenant, nous commençons à y voir avec un peu plus de clarté. Et c'est notamment grâce à la force de l'écriture qui permet de réactualiser une histoire que l'actualité, en quelque sorte, a mise aux archives, qui a relégué à une époque lointaine. Et grâce à la littérature, cette histoire peut devenir nécessaire de façon impérieuse. Et c'est justement ce que j'essaye de faire et ce que j'ai fait dans mon livre sur Giovanni Falcone. Cette histoire, c'est une histoire qui fonde vraiment notre époque, et par ailleurs le fait que ce livre ait été beaucoup lu
en France, une France qui est dévastée par le narcotrafic. Ce n'est pas un hasard qu'elle s'intéresse à une histoire d'il y a 40 ans. Et c'est ça qui est important. Et c'est tout cela grâce à la littérature qui a pu rendre actuel quelque chose qui est passé. Et pourquoi le courage solitaire et le courage a chi? C'est le courage de Falcone, c'est ton courage? Il coraggio è sempre solitario, perché è una dimensione di solitudine. Paghi sempre sul corpo la scelta che fai. Magari smezzo. Le courage est toujours solitaire, c'est une question de solitude, parce que c'est toi qui payes sur ton propre corps tes choix. E la paura è la migliore alleata del coraggio, perché la paura ti permette di vedere la responsabilità della tua azione. Nemico del coraggio è la codardia, che ho sempre cercato di contrastare e che non ha niente a che fare con la paura. La codardia è quando scegli in maniera opportunistica qualcosa che non sceglieresti mai per coscienza e per consapevolezza, e quindi ti trasforma in qualcosa di peggiore rispetto a te stesso. Questa è la codardia. La paura invece è l'allarme che ti mette in sicurezza, e nonostante essa scegli. Io ho rimpianto di aver avuto coraggio, sia chiaro, e avrei voluto non averlo, ma è un pensiero, diciamo, quasi postumo. La peur est la meilleure alliée du courage, parce que la peur te fait assumer la responsabilité de tes actions. L'ennemi du courage est la couardise, et moi je lutte contre cela. Cela n'a rien à voir à la peur. La couardise, c'est un choix opportuniste, un choix que tu ne ferais jamais par conscience. Et c'est quelque chose qui fait de toi le pire de toi-même. Alors que la peur te met en alerte, et cette alerte te met en sécurité. À ce moment-là, tu choisis. Maintenant, bien évidemment, moi, j'ai regretté ce choix courageux, mais en quelque sorte, c'est un regret posthume. Et pour moi, le titre de votre dernier roman, Vivre, oui, c'est un infinitif, un impératif aussi, apparemment. Et surtout, vous l'avez écrit quelques mois avant d'être arrêté, emprisonné. Après la prisonnier, quel est votre sentiment? Si vous le réalisez maintenant, ça sonne différemment. Si je devais réécrire Vivre, oui. Moi, ma formation de base, c'est je suis un scientifique, je suis un physicien, et je travaille sur la science, et notamment la science physique, a cette chose remarquable, c'est qu'elle travaille sur des faits concrets. Ce n'est pas des faits comme ça, imaginaires, c'est des choses concrètes. Premier avantage. Et deuxième avantage, c'est qu'elle peut démontrer. Si on dit que 1 plus 1 égale 2, on démontre. Il y a des façons de démontrer. Donc on est dans des univers un peu comme ça, stabilisés. Mais en même temps, les physiciens ne sont pas, et les mathématiciens ne sont pas dupes. En réalité, on sait très bien que le temps n'existe pas, que l'espace n'existe pas, que tout est imaginaire, tout est création à l'intérieur de... Alors, regardez par exemple la relativité des choses là, je suis dans ce sens-là, je vous regarde, vous êtes devant moi, vous êtes l'avenir, c'est-à-dire que je vais me déplacer vers vous. Ben, il suffit aussi que je peux aller dans l'autre sens, comme ça, sans changer la configuration, je peux m'éloigner aussi de... et donc c'est ça que j'ai voulu mettre dans un roman,
en disant comment ces choses-là, physiques, très, très complexes, c'est la théorie de la relativité, les quantiques et tout ça, nous vivons là-dedans. Comment nos actions de tous les jours, notre vie de tous les jours, nos sentiments, si on les traduit en termes physiques, ce serait quoi? Et donc, voilà, donc j'ai voulu tester cela. Est-ce que notre histoire est... regardez par exemple, je pose ce verre-là, je peux revenir dans 3 milliards d'années, il sera là. Bon. Mais nous, c'est différent. Nous, on évolue, l'humanité évolue. Si dans 3 milliards d'années, on sera quoi? Et comment se rattacher à notre histoire passée? C'est extrêmement compliqué. Les physiciens aujourd'hui sont arrivés à une limite, une limite de rupture entre la connaissance et l'individu. Et voilà, donc j'imagine dans ce roman que une personne comme vous, madame, monsieur, etc., un jour vous entendez une voix. C'est un classique de l'humanité. Les hommes ont toujours entendu des voix. Hein. C'est ce qu'a donné les prophètes et les religions. Et même dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes tous un peu prophètes, on entend des voix aussi. Hein. Et ensuite, c'est comment traduire cela. Regardez, je suis un peu cafouilleux là, dans la façon, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Regardez par exemple quand Abraham est j'ai écrit donc une histoire sur Abraham, il est chez lui là-bas en Irak, à Ur, et puis un jour il entend une voix. Abraham, lève-toi, va où je te dirai. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Eh bien cette petite phrase, ces 3 mots, ont fait toute notre civilisation. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 5 milliards, voire 6 milliards d'êtres humains qui vivent sur cette phrase-là, qui a donné le judaïsme, le christianisme, l'islam, mais elle est encore en train de fabriquer d'autres religions, on ne les voit pas. C'est par exemple la religion scientifique et d'autres, elles n'ont pas de nom, elles ne se sont pas donné le statut de religion, mais c'est tout comme, elles fonctionnent sur cette idée, lève-toi, quitte ton milieu et va où je te dirai. Voilà, c'est pareil, Jésus c'est pareil, et le prophète Mahomet c'est pareil, c'est une phrase crée une humanité, une civilisation. Et dans ce livre, moi je pense que la phrase qui fait fonctionner l'humanité, elle vient d'où? Moi, dans mes recherches, vous verrez, c'est assez escabreux, mais enfin, on peut y croire, mais en tous les cas, c'est charmant. Je pense que l'humanité est mise en mouvement par quelque chose qui date de à peu près 3 milliards d'années. Alors, pour les physiciens, pour simplifier, ils disent c'est le Big Bang. Le Big Bang, c'est un bruit. C'est exactement comme lève-toi et marche. C'est un bruit. Et qui a mis en mouvement tout l'univers qui continue. Maintenant, on est à 5 milliards d'années. Et ça fait que grandir, l'espace ne fait que grandir, le temps ne fait que s'allonger, et tout comme ça. J'ai voulu tester ça dans un livre, je ne sais pas si j'ai réussi, mais je suis sûr que si. C'est une belle histoire, en tous les cas. Je voudrais vous poser une question, un peu la même question à tous les deux. À propos de votre adversaire, de votre ennemi, l'islamisme pour Bolen Chansal, la mafia, la Camorra pour Roberto Saviano. Est-ce que vous... je connais déjà un peu la réponse, mais quand même, est-ce que vous avez essayé, jusqu'à quel point vous avez essayé de comprendre votre ennemi? Cette question m'arrive à l'esprit parce que j'ai entendu au hasard cet après-midi à nouveau la phrase qu'avait dit le Premier ministre Manuel Valls à l'époque des attentats de 2015. Il avait dit trop comprendre, c'est déjà un peu justifié. Est-ce que dans votre cas, vous pensez que trop comprendre risque de justifier? J'ai l'impression que non, pas du tout. Mais quel est votre rapport avec l'ennemi? Vous essayez de l'étudier, vous êtes fasciné par leur raisonnement ou... Alors, là, on va faire de la sémantique parce que
apparemment, on a besoin d'un ennemi pour vivre. Voilà. Cet ennemi, ça peut être la faim. On a peur du chômage. On a peur d'une économie déréglée, c'est un ennemi. Mais quelquefois, l'ennemi est incarné dans des individus. Donc nous sommes entourés d'ennemis à des degrés divers et on les qualifie de diverses manières. Un ennemi pour moi est peut-être un ami de Roberto. Oui, bien sûr. Mais moi, par exemple, je ne suis pas du tout frileux. Le froid, pour moi, c'est mon ami, alors que pour certains, c'est l'ennemi numéro 1. Donc, c'est très compliqué. Déjà, cela aussi... et puis, il y a une hiérarchie. Il y a peut-être des ennemis de tous les jours dont on a besoin. Il a parlé de la peur, c'est un bon ennemi. C'est un bon ennemi, parce que quand on a peur, on devient prudent, on s'efforce de raisonner, etc. Alors qu'en fait, et c'est vrai là aussi, il parle de la couardise. La couardise, c'est un mot gentil pour dire la lâcheté, c'est-à-dire on se carapate quand il y a un ennemi, on se tire. Mais pour revenir quand même, nous sommes dans une société, moi je pense que aujourd'hui l'humanité a 2-3 grands ennemis vraiment importants. Tous les autres, on peut dealer avec, on peut s'organiser. Par exemple, la misère, très bien, on va épargner pour éviter de tomber dans la misère. Il y a des réponses à tout cela. Mais il y a des moments, l'ennemi, il est tellement irrationnel qu'on ne sait pas quoi lui opposer. Et moi, j'ai découvert ça dans mon pays. J'ai découvert... Voilà, nous sommes un peuple méditerranéen comme les autres, tranquille et tout ça. Et puis tout d'un coup, je vois mon pays succomber à des trucs inimaginables, dans une violence, mais absolument... Enfin, mais on est au-delà de la logique, au-delà de ce qui peut se comprendre. C'est l'islamisme. L'islamisme est une terreur peut-être millénaire. Elle sort des temps magiques... C'est effrayant. Et d'ailleurs, c'est tellement compliqué qu'on ne sait pas combattre. L'islamisme, il est là. Il se moque de nous, il se développe comme il veut. Rien ne peut l'arrêter. L'armée algérienne a tué des milliers d'islamistes, et plus on en tue, et plus il y en a. C'est terrible. Il y a des ennemis comme ça qui... parce que c'est un peu la contrepartie c'est Satan, quoi. Je crois que Satan, s'il existe, on peut y croire aussi, c'est incarné dans 2 ou 3 choses, notamment, moi je pense, de nos jours, il s'incarne dans l'islamisme, et il est invulnérable, invincible, on ne sait pas quoi faire avec. Et il est en train de nous gagner comme un peu le cancer qui nous attrape. Moi, en prison, j'ai découvert que j'avais le cancer. Je n'avais jamais pensé que je me portais très bien, tout se passait bien. Voilà. Et donc, on ne voit pas. Et ça fait 25 ans que j'attire l'attention notamment des gouvernants. Attention, Satan s'est incarné dans l'islamisme. Donc, il faut trouver les moyens que nous avons utilisés n'ont pas abouti. Ni la violence, ni la déradicalisation, ni ceci, ni cela, rien du tout. Il est là, il ne tient pas compte de nous. C'est comme, je ne sais pas, un virus. Est-ce que vous croyez qu'il a conscience de nous? Non, il est dans l'air. Il ne vous rentre pas le nez là-dedans. Il ne sait même pas où il est. Il ne sait même pas qu'il est rentré en vous. Et il ne sait même pas qu'il est en train de commettre des dégâts incroyables dans vos poumons. Il ne le sait pas. C'est un microbe. C'est un virus. Et je crois que l'islamisme a atteint cette dimension-là. Il est là, il ne sait même pas qu'il est en train de nous détruire. Il avance, voilà, tout simplement. C'est un virus. Et donc, du coup, tous les moyens mis en place pour traiter les maladies, les trucs, les machins, les problèmes économiques, sociaux, etc., ils ne servent à rien. Et il faut peut-être aller, raisonner soi-même comme un virus. Parce qu'un virus peut combattre un virus. Lui, il le voit et il le comprend.
Et donc, ils peuvent l'attaquer. Et c'est un peu ce qu'on fait par les vaccins. On dit, bah, très bien, le virus, je vais t'envoyer un contre-virus. Et ça fonctionne. Mais comment traduire ça dans la société? Moi, j'ai fait beaucoup de conférences, on m'a invité, que ce soit à la CIA, que ce soit à droite, à gauche, parce que je crois que là, il y a une piste. Attention, je ne dis pas qu'il faut traiter les islamistes de manière chimique, c'est ce qu'ont fait les Allemands, hein, en essayant d'appliquer ce genre de choses. Mais il faut peut-être raisonner comme ça, en tant qu'antivirus. Voilà. Sinon, je crois qu'aujourd'hui, c'est le plus grand ennemi de l'humanité. Voilà. On a pu penser que c'était le communisme, bon, moi c'était pas du tout. C'est presque gentil, le communisme à côté. Parce qu'à partir du moment où il s'inscrit dans une dimension humaine, il est donc on peut le battre. Nous sommes des humains, c'est un humain qui est en face, on trouvera le moyen de le combattre. Mais quand on a en face un virus, eh ben, on ne sait pas du tout comment faire. Roberto, pour toi, dans tes livres, c'est évident ta connaissance de la mentalité mafieuse, de la criminalité. Pourquoi ce besoin d'aller en profondité dans les mécanismes cognitifs même de l'ennemi? La citazione che avevi fatto era di Walzer. Io credo che sia esattamente il contrario, cioè il compito dell'intellettuale o di chi scrive deve essere esattamente quello di comprendere sino in fondo le ragioni, i motivi di ciò che consideri nemico, il che non significa giustificarne i movimenti o la sua stessa esistenza. La citation que vous aviez donc mentionnée était une citation de Belsen. Et donc, moi... Du Premier ministre Manuel Valls, à l'époque des attentats. Oui, des attentats. Moi, je pense que c'est exactement le contraire. La tâche d'un intellectuel est justement de comprendre en profondeur les raisons, les motivations de ce que pour toi est un ennemi. Et cela ne signifie pas justifier, il faut en comprendre les mouvements, l'existence. Se tu consideri il rischio o il nemico come completamente altro da te, non stai comprendendo la realtà. E per quanto mi riguarda, la grandezza del Riccardo III di Shakespeare e della letteratura è che non è mai un tribunale, la letteratura. Permette di entrare nella testa dell'altro, di riconoscere quanto anche nell'aberrazione dell'altro sia in te. E in questo patto di conoscenza può iniziare un percorso di trasformazione. Pour moi, le risque, c'est de considérer l'ennemi comme quelque chose d'autre que toi. Parce que de cette manière, on ne comprend pas la réalité. Pour moi, c'est là la grandeur de Richard III de Shakespeare. La littérature ne devient jamais un tribunal. Elle permet d'entrer dans la tête d'autrui et de reconnaître dans l'autre les aberrations qui sont en toi aussi. Et ce pacte de connaissance permet ce parcours de transformation. Quindi quando io racconto, per esempio, i criminali, è mia cura suggerire a chi mi sta leggendo che pensa, agisce, si comporta esattamente come un uomo del suo tempo in un sistema che favorisce la sua pratica. Non è un mostro, non è un'aberrazione, perché in quel caso solleverei il lettore da una responsabilità di cambiamento possibile.
Et lorsque moi je parle des criminels, je suggère à celui qui lit qu'il pense, qu'il agit, qu'il se comporte comme un homme de son temps dans un système qui, en quelque sorte, permet ces pratiques. Ce n'est pas un monstre ni une aberration. Autrement, le lecteur serait soulevé, en fait, n'aurait pas la responsabilité de devoir changer. Io vengo accusato, come sapete, gli italiani lo sanno, di promuovere il crimine. È incredibile, no? In Italia è stata proposta una legge e passerà, che scrivere di crimine in un certo modo può essere censurato, condannato come promozione del crimine. È una censura vera. Perché? Perché questa legge di questo governo vuole proprio la divisione netta, buoni e cattivi, che non comporta nessun cambiamento culturale. Et les Italiens le savent, je suis accusée de promouvoir le crime. En Italie, le gouvernement actuel va faire passer une loi, et elle passera, qui va en quelque sorte définir le crime comme aussi une façon d'écrire du crime lui-même. Et c'est une véritable censure. Ce gouvernement veut en quelque sorte qu'il y ait d'un côté les gentils et de l'autre les méchants. Mais ça veut dire aussi que de cette manière, il n'est possible aucun changement culturel. Et à propos des lois et des justices, ce qui normalement devait être assez loin des préoccupations d'un écrivain, Roberto, toi, récemment, il y a eu un jugement qui te concerne, ou pour mieux dire, qui concerne ceux qui attendent à ta vie. Et tu veux nous en parler, et aussi bientôt, je crois jeudi, tu m'as dit, il y aura un autre jugement d'une autre nature. Mais est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec la justice? Sì, il mio rapporto con la giustizia è un incubo. Ma relation à la justice est un cauchemar. Ho perso la maggior parte dei miei soldi nei tribunali. J'ai perdu la plupart, tout mon argent, ou presque, dans les tribunaux. E la mia vita è trascorsa nei tribunali e il boss che ha minacciato la mia vita è stato condannato definitivamente dopo 18 anni di processo. J'ai passé toute ma vie dans les tribunaux, mais le boss qui a menacé ma vie, après 18 ans de procédure, il a été condamné de façon définitive. E l'applauso era, lo so, per di incoraggiamento a me, perché dopo 18 anni di processo non c'è giustizia possibile. Cioè, non è neanche democrazia, un paese che permette un processo così lungo contro un uomo che aveva ammazzato 60 persone, quindi non qualcuno da indagare, da dimostrare il suo profilo, una figura controversa per cui era necessario un lungo dibattimento. No, un uomo che ha esordito la sua carriera schermandosi durante un conflitto a fuoco con un insegnante, ha preso il suo corpo, no? Per caso l'ha messo davanti a sé, lei ha preso i proiettili morendo e lui è scappato. Per condannare quest'uomo ci sono voluti 18 anni. Chi può ancora nutrire speranza? Bon, j'interprète votre applaudissement comme un encouragement, parce qu'au bout de 18 ans, toute justice est impossible. Il n'y a pas de démocratie dans un pays où un procès la durée d'un procès
et si longue, et qui plus est contre un homme qui avait tué 60 personnes, c'est-à-dire quelqu'un dont on n'avait pas vraiment besoin d'enquêter, de démontrer, de tracer son profil. Simplement, c'est quelqu'un qui, au cours d'un échange de tirs, s'était protégé, avait utilisé comme bouclier humain une enseignante qui est morte, et lui, il s'est sauvé. Et il a fallu 18 ans pour le condamner. Dans une telle situation, qui peut encore espérer? Ma giovedì c'è probabilmente la sentenza del processo in cui mi ha coinvolto Salvini. Quindi dopo più di 10 anni, anche lì più o meno questo è il tempo, e sono stato, come sapete, rinviato a giudizio, processato perché ho definito Matteo Salvini come Gaetano Salvemini definì Giolitti, ministro della malavita, quindi sono stato processato, dovrebbe esserci questa giovedì, insomma, sentenza, e la politica mi ha portato nei tribunali in questi anni moltissimo, mi ha portato il ministro della cultura, mi ha portato il ministro ex ministro degli interni, nonché vice primo ministro, perché lo è, e poi mi ha portato Giorgia Meloni, quindi San Giuliano, Salvini e Meloni. Processare gli intellettuali, anche qui in questo caso processare me è un simbolo, perché portando in tribunale me, il vero obiettivo è il messaggio a tutti gli altri. Non è differente il percorso che ha fatto Bidognetti, non è differente, cioè il messaggio è sempre mai rivolto esclusivamente a te, è quello che passa attraverso te. Et donc oui, jeudi, il y aura sera rendu le jugement dans une procédure dans laquelle j'étais impliquée par Monsieur Salvini. Là aussi, il a fallu plus de 10 ans. J'étais soumis à ce procès parce que j'ai défini Monsieur Salvini de la même manière que Gaetano Salvemini avait défini Giolitti, c'est-à-dire ministre de la pègre. Et jeudi, donc il y aura ce jugement. Et par ailleurs, j'étais traînée dans les tribunaux par plusieurs ministres, dont le ministre de la Culture, ancien ministre de la Culture, M. San Giuliano, l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Salvemini, Salvini, oui, pardon, non, pardon, c'est un lapsus, Salvini, ben oui, le pauvre. Le premier adjoint du Premier ministre, et puis par Madame Meloni. Mais le procès qu'on mène à un intellectuel, à quelqu'un qui écrit, c'est un procès contre un symbole, car le véritable objectif, c'est de faire passer un message aux autres. Et c'est un peu le même, comment dire, la même procès, le même manière, ça s'est passé de la même manière que pour Bidognetti. C'est un message qu'on envoie, mais qui passe au travers de moi. Bolem Sassal, à propos de justice et des jugements des tribunaux, j'ai lu que vous avez intention de dénoncer le président algérien Tebboune. Quel est le sens de votre démarche? C'est aussi symbolique? Ben, je vais faire comme Saviano, 18 ans, je vais le poursuivre. Je vais poursuivre le président pendant 18 ans. Évidemment, je ne vais pas y arriver, mais je le ferai parce que le président a fait de mon cas une affaire personnelle. Ce n'est pas un truc simplement une dictature qui impose le silence à tout le monde et tout ça. C'est parce que moi, j'ai fait des déclarations à l'étranger, partout. Et donc, c'est le président qui m'a ciblé. Et en plus, comme il est bête, il a fait ça dans un discours officiel, avant même que je sois jugé. Avant même.
Il a dit, cet homme est un usurpateur, il travaille pour les ennemis de l'Algérie. Et en plus, il a dit que j'étais un bâtard, c'est-à-dire, il a dit, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, donc je suis un extraterrestre. Je ne sais pas d'où j'arrive, comment je suis arrivé là. Et donc, évidemment, la justice qui entend le président dire des choses comme ça, elle a appliqué. Donc, ils m'ont accusé de tout, terrorisme, espionnage, et trucs, etc. etc. Et voilà. Et donc, si ça n'avait pas été la pression internationale, je crois qu'ils m'auraient condamné à mort. Et peut-être qu'ils m'auraient... Encore que l'Algérie ne pratique plus la... Enfin, il y a un moratoire sur la peine de mort depuis quelques années. Mais quand même, moi j'ai vu dans la prison les gens qui sont dans le quartier des condamnés à mort. Vraiment, c'est terrible de voir. C'est des fantômes, quoi. Il vaut mieux les... Moi, je pense qu'il faut rétablir la peine de mort si c'est comme ça, quoi. Des gens qui sont là depuis 40 ans, qui attendent. C'est vraiment terrible. Et donc... moi, je ne peux pas laisser passer ça, parce que je crois qu'on a, comme tout à l'heure l'a dit Roberto, et je sais qu'il le pense, à un moment donné, il faut prendre des risques, parce que c'est important, pas seulement pour moi. Moi, je suis libre. Je suis ici à Paris, tranquille, j'ai aucun souci. J'ai aucun souci, ou si. Ah bah si, quand même, j'ai quelques soucis. Vous suivez ça, tout ça, là, à la télé, j'ai quelques soucis. Moi, enfin, c'est rien du tout. Moi, je vis très bien avec. Mais tout à l'heure, regardez sur mon email, c'est une femme qui m'a, je sais pas, elle a pu avoir mon numéro de téléphone. Et tout à l'heure, dans la loge, j'étais une femme qui, moi, quand j'ai été arrêté, mis en prison, il y avait dans le quartier où j'étais, il y avait un Algérien qui vit en France, qui est dentiste. À Paris, dans le 14e arrondissement. C'est pas rien, hein. C'est quand même quelque chose de très bien et tout ça. Il est rentré en Algérie pour voir ses parents pendant les vacances. Il est arrêté. Et il a passé 16 ou 17 mois en prison. Ensuite, ils l'ont relâché sans jugement, sans rien du tout. Mais ils lui ont pas rendu son passeport. Et il est bloqué. Il est bloqué là-bas à Alger, il est libre, mais bloqué, il ne peut pas sortir. Et sa femme ici à Paris. Et son cabinet dentaire, il est à l'état d'abandon. Et je me dis, moi, je suis un privilégié, je ne peux pas me taire. Mais il faut s'occuper de des gens comme ça. Et il y en a plein, en Algérie, mais ailleurs, partout. Et donc, je me suis dit, finalement, moi, ça va être ça. Et l'exemple, après avoir bien réfléchi, l'exemple, c'est d'attaquer le président. Parce que la bêtise, c'est d'attaquer un pays. Mais c'est fou. Dire l'Algérie a fait... Non, l'Algérie n'a rien fait. Ce pays, c'est des montagnes, des rivières, des machins, etc. Non, il faut attaquer les responsables. Et donc, moi, le responsable, c'est M. Tebboune, président de la République. C'est lui que je vais attaquer. Et je pense que pendant 18 ans, je vais le poursuivre pendant 18 ans s'il le faut. Enfin, je ne sais pas si je vais vivre encore jusque-là. Mais je crois que c'est ça. Il faut identifier les coupables. C'est pas accuser comme ça. Ça ne sert à rien, ça. Il faut accuser la personne. Merci. Voilà. Je voudrais vous poser une dernière question. Encore une fois, la même pour tous les deux. Vous êtes des grands interprètes d'un type de littérature qui vous a causé pas mal d'ennuis. Pour le moins, des problèmes, un type de littérature qui vous a provoqué des problèmes, des persécutions, des difficultés. Parmi mes livres. Et aussi pour vos engagements et pour les livres de Roberto. Si vous deviez donner des conseils à des jeunes écrivains... Ah ouais. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, donc... Oui, mais c'est important pour parce que... Non, d'accord, mais un jeune écrivain qui croit en quelque chose, qui a des idées... Moi, je pense que c'est un cheminement. C'est comme l'eau, hein, quand vous jetez de l'eau, elle trouve toujours son chemin pour arriver à la mer. Et donc, je pense que chacun doit suivre son instinct, tous les combats se valent. Bon, moi, je me bats contre la dictature et un peu contre l'islamisme aussi. C'est mon combat parce que
L'islamisme a détruit mon pays, il a détruit des millions et des millions et des millions de personnes dans le monde. On ne peut pas se taire face à cela. Les dictateurs aussi, il faut les viser. Mais bon, mais il y a d'autres combats aussi bien. Le combat écologique est super important. La planète ne sera plus vivable dans 20 ans. Si on continue comme ça. Donc c'est un combat très noble. Bon, maintenant, il y a des gens qui s'amusent avec de la petite littérature, mais bon, peut-être qu'ils vont évoluer. Parce que le pape vient d'arriver à Alger. Il vient sur la piste de Saint-Augustin. Saint-Augustin, c'était un grand voyou quand il avait 20 ans. Il était peut-être mafioso, je ne sais pas. Et puis il est devenu le père de l'Église. Donc les gens évoluent. Roberto, quelle est ton idée de littérature que tu conseillerais à un jeune écrivain? Je me rappelle qu'une fois, tu as dit que la littérature que tu respectes, c'est la littérature qui dérange, qu'il n'y a pas de bonne littérature sans problème, sans ennui, sans fatigue. Quel est ton... Sono abbastanza scisso adesso, nel senso, quando ero più ragazzo consideravo letteratura solo ciò che era scritto col sangue, pagando in prima persona. Il libro doveva ferirti, disturbarti, cambiarti. Oggi la penso un po' diversamente. Smezziamo così. En ce moment, à vrai dire, mon cœur balance. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, je pensais que la littérature devait s'écrire avec le sang, il fallait payer en première personne, et il fallait qu'un livre blesse, gêne, change. Aujourd'hui, je pense un peu différemment. Quindi cerco di separare ciò che sarebbe giusto da dire al giovane o alla giovane autrice, autore, da quello che la mia esperienza personale quindi mi porta, che sarebbe quello di dire sii attenta, non giocarti la tua vita come ho fatto io, cerca di essere coraggiosa con prudenza, perché forse è possibile. E poi forse c'è con cui concludo, un verso. Lo dico? Oh, vai. Maintenant, j'essaye de faire un distinguo entre ce que je pourrais dire à des jeunes auteurs ou autrices par rapport à mon expérience personnelle. Peut-être leur dire ne joue pas ta vie comme je l'ai fait. Essaye d'être courageux avec prudence, car c'est possible. Et puis, j'aimerais citer des vers. Un verso che ho scritto molti anni fa, in esergo un mio libro, che è di una poetessa bulgara, e che è un verso che dà molta speranza anche quando le cose vanno male o quantomeno paghi un prezzo per ciò che fai e dici. Ed il verso recita così. Et donc, c'est des vers que j'avais mis en exergue il y a longtemps sur un de mes livres. C'est des vers d'une poétesse bulgare, et c'est des vers qui donnent de l'espoir lorsque les choses vont mal et lorsque l'on paye ce qu'on fait et ce qu'on dit. Questa poesia immagina la persona come un filo d'erba e quindi dice: calpestata l'erba diventa sentiero. Ces vers imaginent une personne en la comparant à un brin d'herbe, et ce vers dit en piétinant l'herbe, elle devient un sentier. Merci Roberto, merci Boalem.
Merci à vous pour avoir suivi cette rencontre. Et voilà, merci à l'interprète. Bonne soirée.